Salut bande de loups aux malasseries, et c'est parti pour une deuxième session des anecdotes sur Retour vers le futur que tu connais peut-être déjà. Et alors comme d'habitude, je vais prendre mon petit papier, voilà. Bon. Ok, ici George McFly n'est plus joué par Crispin Glover, mais par Jeffrey Weissman, un artiste du parc d'attractions Universal qui fut maquillé de telle manière à le faire ressembler à Crispin, quitte à le retourner complètement pour cacher la supercherie. A noter que le bonhomme avait également joué dans Le Pâle Ridé de Clint Eastwood. Les Dents de la Mer 19, projeté en 2015, est réalisé par Max Spielberg. Oui, ben c'est le vrai nom d'un des fils de Steven Spielberg. Et alors, je lis ici qu'il a été game designer sur Assassin's Creed Unity, et puis il a été level designer sur Medal of Honor de 2010. Bon, il paraît que le talent saute une génération, alors voilà. Toujours en 2015, nous pouvons voir Frodon Saquet avec une passoire sur la tronche. Mais t'as aussi le bassiste des Red Hot Chili Peppers, en Idols, et surtout, faut pas trop faire chier Griff, parce qu'il est pote avec le Bruce Lee du dragon de Rob Cohen. Non, pas ce dragon-là de Rob Cohen. Voilà, ce dragon-là de Rob Cohen. C'est Bruce Lee, quoi. Le tunnel de la course-poursuite à la fin du film est aussi l'entrée de Toonville, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et en vérité, c'est un tout petit tunnel ridicule. Et voilà, ça fait pas grand-chose, mais on ne va pas se quitter sans le détail qui vous avait échappé. Lorsque Marty McFly parle avec Jennifer sur la place de l'hôtel de ville, on peut apercevoir une plaque d'immatriculation avec marqué « For Mary » à l'arrière. C'est un coucou à Mary Redford, l'assistante de Frank Marshall, le producteur du film et réalisateur de la seconde équipe. Ah! Vous voyez, ça vous avait échappé! Comment ça? C'est tiré du premier film? On s'en fout! Abonnez-vous à ma chaîne! Après le succès dantesque du premier Retour vers le futur, les studios Universal, cherchant à ferrer à nouveau un éclair en bouteille, voulurent forcément un second volet, avec ou sans Zemeckis à la barre. Bob, pas con, répliqua que de toute façon il avait engagé Christopher Lloyd pour jouer le juge Doom dans son nouveau film, et que comme sans Doc, pas de Retour vers le futur de possible, les studios allaient devoir attendre de toute façon. Et de ce fait, tandis que Bob Zemeckis partit dans les studios d'Elstree pour tourner son Qui veut la peau de Roger Rabbit, Bob Gale eut la difficile tâche d'écrire seul le second volet. C'est pour cela que dès 1986, à la sortie de Retour vers le futur en VHS, les spectateurs furent stupéfaits de voir apparaître les mots To be continued à la fin du long métrage, alors qu'ils n'existaient pas quand celui-ci était sorti au cinéma. Mais il fallait d'abord s'assurer que tout le casting répondait OK. Et si Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Lea Thompson et Thomas Wilson étaient disponibles, Claudia Wells, qui jouait Jennifer à la base, dut décliner car sa mère était mourante, et de ce fait, Claudia n'avait absolument pas la tête à reprendre le chemin des studios. Et suite au décès de sa mère, elle arrêta le cinéma en 1986 et ouvrit une bijouterie au 12404 Ventura Boulevard à Hollywood. Et depuis 2008 cependant, on peut à nouveau la voir ici et là au cinéma, comme dans Alien Armageddon, un nanar de 2011 où elle joue une femme nommée Aileen, on y revient encore. Comme le rôle de Jennifer n'était pas si conséquent dans le premier volet, le perso fut recasté à nouveau et attribué à Elizabeth Shue qui, chose amusante, avait déjà remplacé au pied levé Claudia Wells dans Les Aventures d'une babysitter de 1987. Vous m'emmenez en balade, monsieur? Jennifer. Comme je suis content de te revoir. Il y a quelque chose de différent chez vous. Pour Crispin Glover, qui jouait George McFly, ce fut encore plus compliqué. Ouais, en effet, celui-ci avait été un tantinet relou pendant tout le tournage du premier film, et désapprouvait la morale de fin, qui stipulait en gros que l'argent apporte le bonheur, en n'hésitant pas à faire remarquer bruyamment son désaccord aux auteurs. Sachant que sa prestation était aussi pour beaucoup dans le succès de Retour vers le futur, Crispin voulut avoir une augmentation de salaire, avec en plus un droit de regard sur le scénario pour la suite. Et après un premier accord de la part de Gale et Zemeckis, ces nouveaux agents décidèrent de faire grimper les prix à $1 million, ce qui le dégagea carrément du projet et George McFly décéda dans le scénar. Et c'est pour ça qu'il est buté. Et pour le fun, il est buté à la date du 15 mars. Le 15 mars, c'est aussi le jour de l'assassinat de Jules César. C'était vraiment très intéressant. Si pour la suite Christopher Lloyd avait tout d'abord eu l'idée d'un Doc Brown diabolique, comme quoi ma théorie était possible, les deux Bob décidèrent de faire comme n'importe quelle série télévisée et de repomper encore une fois la fin de La vie est belle de Capra, où George Bailey se retrouve dans un monde où il n'a jamais existé.
C'est pas possible! J'ai bien peur que ce cauchemar soit la triste vérité. Doc! Quand j'ai su pour ton père, je me suis dit que tu viendrais ici. George McFly, George Bailey... L'idée était ainsi de créer un Hill Valley alternatif rendu cauchemardesque à cause de la cupidité de Marty, et de faire de Biff Tannen non plus un simple obstacle, mais un réel méchant corrompu par l'argent, calqué sur Donald Trump, le capitaliste à la mode, et marié à une Lorraine McFly pimpée, prisonnière dans un donjon de luxure. Ce qui est drôle, c'est que du coup, ils utilisèrent la cupidité comme élément moteur de scénario, suite au retrait de Crispin Glover, parce qu'il avait été cupide. Je trouve ça génial. Mais le souci majeur fut qu'il fallait faire suite directe à la fin du premier film, quand Doc embarque Jennifer et Marty vers le futur. Ce qui foutait la merde en fait, parce que d'une vanne de fin, le truc devint un véritable problème scénaristique, puisqu'il fallait savoir quoi faire de Jennifer, quoi faire avec les gamins, et surtout virer le reflet de l'équipe technique là sur la plaque de la DeLorean, parce que ça fait pas très sérieux. En parlant de Jennifer, j'ai jamais vu un personnage féminin si mal utilisé. Elle passe les 2/3 de son temps à dormir, soit au fond d'une poubelle, ou soit dans une ruelle mal famée. Merde, Jennifer! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé quand je pense qu'on l'a laissé sous la véranda. Et après avoir couché sur papier plusieurs idées possibles, comme un voyage au Far West par exemple, Bob Gale se mit à écrire la suite, appelée sobrement Number 2, possédant un nombre considérable de changements par rapport au film que l'on connaît. Et tant qu'on est dans les changements considérables par rapport au film que l'on connaît, débutons par le test du jeu Master System Retour vers le futur 2, développé par nos charmants amis de Mirrorsoft, les mêmes qui avaient converti les Tortues Ninja sur ZX Spectrum. Tout un programme. Ah, et sur la jaquette à l'arrière, ils traduisent Great Scott par Bonté Divine. C'est mal barré. Et le jeu commence par la musique du film. Oh. Et après une très chouette intro pour de la Master System, Doc nous ordonne de repartir avec lui vers le futur. Et sans bonjour ni merde, nous nous retrouvons dans les ruelles de Hill Valley, où l'on contrôle Marty. Enfin, je pense que c'est Marty parce qu'il a un blouson noir ici. Ok. Et contrôle, c'est un grand mot, puisqu'il est quasi impossible de bien se diriger. Ça va être long. Alors comme vous le voyez, c'est un poil compliqué. Marty fait des sauts de cabri lyophilisés. On peut taper du poing, mais jamais plus loin que le milieu de la planche. Et tu peux pas faire 10 mètres sans te bouffer un kidam. Ou un bâtiment. Bazar de Grumlow, le Paperboy de 1984 était moins violent. T'as des merdes partout sur la route, tu sais pas ce que tu peux ramasser ou pas, t'as de l'énergie qui descend quand tu glisses sur les trottoirs, et des fois non, ou des fois c'est en roulant sur du goudron, et des fois pas, et tu sais pas si l'énergie te sert réellement à quelque chose, puisque tout ou presque te bute en un seul coup. Je peux même pas vous expliquer la maniabilité du truc. Marty se contrôle comme un pet sur une toile cirée, avec des ennemis apparaissant aux 3/4 de l'écran. Le moindre pixel qui touche le moindre machin, et c'est la mort assurée. Et là t'as Data qui veut pas me lâcher, mais barre-toi con de merde! Retourne te faire buter dans Buffy le film! Je peux même pas l'atteindre avec ma portée de tyrannosaure! Et les ennemis ils popent au milieu de l'écran. Comment voulez-vous que je passe des ennemis qui popent au milieu de l'écran? Avec ça, je peux pas perdre. En fait, le but du jeu est simple. À chaque embranchement, ça déclenche un checkpoint, ainsi qu'une nouvelle direction, un peu comme les Tortues Ninja 2. T'as du plutonium partout, alors que ça sert plus à rien, puisque Doc a modifié la voiture à la fin du 1, et après plusieurs minutes en bas de l'écran, en évitant ce petit salopio là, qui cherchait à réduire mon plan d'en bas à droite à néant, nous nous retrouvons sur la fontaine de l'hôtel de ville où Marty doit traverser le lac. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, disons que tu dois faire une poussée pour réussir à tout traverser sans dépasser l'écran, mais tout en freinant assez pour pas te prendre le bâtiment dans la gueule. En plus c'est pas super fidèle au film, puisque... Ça marche pas sur l'eau, c'est pas pour le faire! Faire remettre les turbos à neuf. Et tandis que les versions ordinateur te proposaient une cinématique avec le gang de griffes qui se balançait dans le décor, sur Master System, Marty fait un créneau et puis c'est marre. S'ensuit un niveau bonus où tu dois ouvrir les portes pour parvenir à faire sortir Jennifer sans la faire rencontrer sa famille, recommençable à l'infini si tu perds, ce qui fait que, alors si jamais il ne te restait qu'une seule vie après le niveau précédent, et que tu décides de perdre le niveau bonus là, et de ne pas le recommencer, Tu dis non, ça ne t'intéresse pas. eh bien ça va bugger, le compteur va bugger et tu ne pourras plus jamais perdre de vie. Et donc tu possèdes désormais des continues infinis. C'est fou, non? Bon alors j'aurais aimé que ce soit pour un bon jeu, mais on peut pas tout avoir. S'ensuit un cool passage dans le biforifique, en vue de côté, assez facile mais assez fun, avec même le vieux Strickland là avec son gilet pare-balles sur sa robe de chambre, et des références au film dans les décors.
Puis une fois le niveau terminé et après un nouveau stage bonus relou où tu dois faire un taquin pendant qu'on te balance du Johnny B. Good dans les oreilles, sérieux, tu te retrouves en 1955 avec un niveau totalement similaire au premier. Ah bah le voilà l'almanach, c'était pas si compliqué. Puis après être passé devant le décor de Lionhead States, une bonne douzaine de fois, preuve que le level design était géré avec le cul, d'où la présence d'une trentaine de vieux bifs, et des ennemis 1985, sans aucune raison, tu te tapes un aller-retour dans le tunnel, parce que, pourquoi pas, et en n'oubliant pas surtout de choper les fagnons à la fin, sinon tu l'as dans le fion. Et moi qui ai pour habitude d'être assez souple avec la Master System, c'est un sale jeu! Déjà, ces enfoirés tarnac en marquant 5 niveaux à l'arrière de la boîte, alors que t'as que 3 levels, dont 2 similaires, je peux pas appeler les séquences bonus des niveaux, mais surtout, on va pas dire qu'il manquait de fric pour fignoler le boulot. Mirrorsoft était assis sur une montagne de pognon, c'était la seule compagnie qui avait les droits de distribuer les Tetris hors Russie, et ils nous ont fait cette merde! Fignoler à la pisse en plus, parce qu'à la fin, t'as quoi? T'as un panneau qui te dit d'acheter la suite, et c'est marre! T'as que le niveau Hell Valley qui reste correct et jouable, et tu te demandes même pourquoi ils ont juste pas fait un jeu avec ce genre de niveau au lieu de reprendre le concept de runner débile chelou là du jeunesse. Et tu vas pas me dire que oui, alors c'est peut-être la conversion qui fut ratée, mais non, toutes les autres versions sont pareilles. La version DOS, par exemple, elle est pire, avec certes des décors un peu plus fouillés, mais t'as Marty McFly qui ressemble au rejeton de Teen Wolf là et la créature de Frankenstein. Enfin bon, ça c'est fait, allez, continuons. Dans le premier script donc, Retour à le futur numéro 2 débutait toujours par la fin de l'épisode précédent, comme les Rocky en fait, à la différence que notre trio débarquait à la date du 7 octobre 2015 dans un futur pas très pareil. Par exemple, les paiements pouvaient s'effectuer par empreinte digitale et supprimaient par cash l'utilisation des pièces de 1 cent. Marty assistait à un concert holographique de Lewis and the News, et au cinéma ce n'était pas les Dents de la Mer 19, mais un nouveau Godzilla. Enfin, au lieu du Café 80, une partie du film se déroulait dans un McDo, où la grande nouveauté était désormais de pouvoir proposer le service à table. Le but premier de ce 2015 était de se différer des futurs déprimants à la Blade Runner, en le rendant cool, lumineux, écologique et agréable à vivre, comme au Canada. Le futur, c'est le Canada? L'histoire des gamins n'était pas si importante que ça, et en fait quasiment toute la partie du futur comportait quelques passages un peu inutiles, comme l'inauguration d'une aile d'hôpital dédiée à la mémoire de George, et l'overboard n'était ici qu'un plateau de repas volant. Et il n'en était plus du tout fait mention par la suite. En gros, le tout servait surtout à alimenter la quête insatiable de Marty pour mettre la main sur l'almanach du futur, qui coûtait dans les 40$ et faisait dans les 5000 pages. Wow! Par contre, tu retrouvais toujours Biff qui volait la voiture pour aller remettre l'almanach à son lit du passé, pendant que Jennifer errait dans la maison du futur parce qu'elle s'était paumée. Oui, pas d'officier Reese ou Foley, comme dans le film, cette fois-ci Jennifer s'y pointait de son plein gré. Et pour info, l'officier Reese, ici présente, est interprétée par Mary-Helen Trainor, que vous connaissez sûrement, puisque c'était la journaliste dans Die Hard, la psychiatre dans Les Armes Fatales, ainsi que la maman dans Les Goonies. C'était également la femme de Robert Zemeckis à l'époque, et comme 2015 est une année de merde, elle est elle aussi décédée cette année. Et après un court passage dans le nouveau 1985 corrompu, où George était décédé parce que l'hôpital d'Hill Valley avait été démoli, Doc et Marty étaient poursuivis par la police et le système d'accélération de la DeLorean était bousillé. Notre gang ne retournait ensuite plus en 1955, mais en 1967 cette fois-ci, et Marty récupérait l'almanach, je déconne pas, sur le perron de Biff Tannen, tout bêtement. Ah non non, pas de poursuite dans un tunnel ni rien, Marty n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. Le Mister Fusion était flingué par le vieux Peabody qui sortait de l'asile, ce qui faisait 2 machins de la DeLorean foutus en l'air, et t'avais une histoire un peu débile où Marty devait rembourser 500$ à Lauren McFly, qui reconnaissait pas Marty du premier, pour qu'elle puisse aller concevoir Marty dans l'hôtel Hopkins à San Francisco. Et comme pour le bal des sirènes, Marty se retrouvait à nouveau sur scène, cette fois-ci lors d'un meeting contre la guerre du Vietnam, et parvenant à réunir enfin les 500$ nécessaires grâce à son discours, pendant que Doc refaisait la routine du miroir des Marx Brothers avec son propre lui du passé. Vous le voyez exactement à la scène près, le scénario du premier Retour vers le futur, mais dans les années 60, avec Marty mettant à nouveau en péril sa propre existence, la scène de la DeLorean et de la foudre, mais cette fois-ci dans un canyon avec un pylône, et t'avais même à nouveau le dîner avec les grands-parents qui reconnaissaient pas non plus Marty, et tout cela déplut forcément à Robert Zemeckis lorsqu'il mit la main sur le scénario. Et c'est ainsi que Bob Z se dit que, quitte à refaire le premier film, pourquoi ne pas refaire directement le premier film, et renvoyer tout notre beau monde à la date du 12 novembre 1955, avec une mise en abîme sur Marty devenant son propre spectateur tout ça, et mettant en péril l'histoire même du premier film, ce qui est, je trouve, le meilleur concept possible pour une suite.
Une nouvelle version fut écrite, intitulée Paradox, enlevant tout le morceau des années 60 et rajoutant une partie au Far West, avec la DeLorean en panne sèche, conformément aux idées notées sur le petit bout de papier que je vous ai montré tout à l'heure. Et d'un script de 147 pages, le scénario de Retour à le futur 2 fut descendu à 120 pages, avec le passage des années 50 se déroulant uniquement le soir du bal. La séquence du tunnel n'existait pas encore, et t'avais un chouette running gag avec le vieux Peabody qui tombait à chaque fois sur la DeLorean dès qu'il sortait de l'asile, et qui fut supprimé peu avant le tournage parce que Will Hard n'était pas disponible. Et comme vous connaissez le scénario du deuxième film par cœur, voyons voir ce qu'il advint en passant par la case Japon, avec Super Back to the Future Part 2, sorti sur Super Famicom et développé par Toshiba EMI, qui ont fait... Hot dog! Et une fois le petit orgasme auditif passé et une très cool cinématique de début, le jeu te propose un mode entraînement pour apprendre à manier l'overboard, qui là est déjà disponible en 1985 pour je ne sais quelle raison. Ok. Ton premier défi de taille sera en effet de savoir gérer la planche, sachant que c'est assez glissant et que tu ne peux tuer les ennemis que si tu es en mode roulade. Comme Sonic en fait, quand t'atterris sur un ennemi avec ta planche, eh ben ça sert à rien tant que Marty il tourne pas. D'ailleurs même la musique, t'as l'impression que c'est repiqué à Sonic. Et même la maniabilité, c'est du Sonic en gros, t'as deux boutons, un pour speeder, un pour sauter, tu peux renvoyer les balles en tournoyant, tel Wonder Woman, et tu découvres que toute la ville cherche à te buter pour une raison que j'ignore. En 2015, Skynet s'est réveillé, il t'agresse avec des poubelles. Si les niveaux tentent de rester très variés, avec même des références au film à l'arrière, comme là la borne Wild Gunman, et Griff qui te balance des Pepsi Perfect à la gueule, ou la présence de Spike, Data, Whitey dans le futur, et Match 3D et Skinhead en 1955, qui tentent de t'assommer à coups de cotillon, le plus relou reste la maniabilité du titre, comme ce moment où tout ce que tu veux c'est parvenir à rester sur ces putains de plateformes là pendant que les clowns te tombent sur la gueule en essayant de te faire basculer dans le vide. Et en fait, chaque level est sympathique, avec par contre à chaque fois, va comprendre, un obstacle à la con ou un passage galère situé juste avant le panneau goal, comme ici là dans le coffre de Picsou où la moindre chute te fait recommencer tout le niveau depuis l'entrée alors que j'étais même pas à 10 mètres, mais je chipote et l'ambiance est vraiment agréable avec un bon feeling différent pour chaque époque et la traversée de tous les décors du film comme le lac artificiel devant le palais de justice ou la présence du musée de Biftons. Biftons. Le jeu suit fidèlement la trame scénaristique du film, te faisant passer par toutes les scènes que tu connais, du cimetière de 1985 à la féerie des sirènes, où t'agresses ces pauvres types là qui t'ont rien demandé du tout, et surtout, la musique est hyper classe. Toujours comme pour Sonic, avec Robotnik, chaque fin de monde se termine contre un Tannen différent, avec à chaque fois plusieurs méthodes pour le battre, et de charmants détails comme le néon sur le toit avec marqué BIF dessus, et toujours comme Sonic, t'as ce foutu problème de gameplay basé sur la vitesse, toujours annulé par un level design frustrant à base de popo là, comme ces moments d'ascension laborieux, les boules à pointe foutues n'importe comment, ces plateformes mouvantes super galères à choper sans glisser, et la sensation de n'avoir quasiment jamais le temps de réagir à chaque apparition d'ennemis, parce que t'as un champ de vision beaucoup trop restreint. C'est con, on a l'impression qu'ils ont décidé de rajouter le gimmick de l'overboard à la fin. Et c'est dommage parce qu'il est très bien. Les graphismes sont impeccables, t'as un chouette système de distributeur tout au long des niveaux là pour te filer des planches. C'est les points de vie du jeu, sachant que tu ne peux en avoir à chaque fois que 3 maximum. Ou t'as différentes bulles de protection aussi, comme Sonic toujours et encore. En plus, pour une fois, le système de password pour chaque niveau est hyper rudimentaire, puisqu'il ne consiste qu'en une succession de 4 lettres à chaque fois, avec des mots toujours en référence au film. Et le mot de passe pour combattre Biff au dernier stage, c'est Biff. Biff. Tu peux pas faire plus simple. Mais pour des raisons que j'ignore, le jeu ne fut jamais commercialisé hors Japon. Et si tu omets cette tendance crépi qu'a Marty à te mater pendant que tu joues en mode YOLO, Osef, je regarde pas devant moi, le jeu reste super correct, malgré une répétitivité conséquente, un level design laborieux et le fait qu'on ne lâche jamais l'overboard peut très vite saouler par moment. Enfin, comparé à toutes les merdes qu'on s'est tapé avant, c'est du correct, Une fois le scénario du film validé, vint le temps de passer à la caisse, et c'est là où se posa un énorme problème. Car à cause des différentes périodes proposées dans le script, il aurait fallu construire
construire et reconstruire 4 Hill Valley différents. Et de ce fait, les studios s'opposèrent aux coûts de production nécessaires et demandèrent à modifier une fois encore le scénario. Et parce que ça le faisait chier de devoir encore une fois retravailler son scénar, Bob Gale suggéra alors de faire comme avec les 3 mousquetaires de Richard Lester de 1973 et de découper le film en 2 parties, histoire de rentabiliser le tout. Et ainsi, au lieu de faire une suite pour 55 millions, ils eurent désormais la capacité de faire 2 blockbusters pour 77. Et tel un entre quand j'écris un peu trop, comme celui-là, le scénario fut découpé en 2 morceaux, avec 3 semaines de battement entre les 2 tournages, afin que les 2 volets sortent assez vite et que surtout les acteurs ne vieillissent pas trop d'un film à un autre. Ouais, rappelons que Michael J. Fox, alors qu'il avait 28 ans, continuait à jouer un personnage de 17 ans. Pour le futur, la partie décor fut confiée au chef décorateur Rick Carter, qui œuvrera sur Jurassic Park quelques années plus tard, et surtout sur le nouveau Guerre des Étoiles de J.J. Abrams. A noter que Rick Carter ne fut pas entièrement choisi par hasard, puisqu'il avait auparavant lui aussi participé aux aventures de Buckaroo Banzai dans la 8e dimension, un film sorti en 1984 et comportant quelques similitudes curieuses avec Retour vers le futur, comme une voiture pour traverser les dimensions, le turbopropulseur à oscillation à la place du convecteur temporel, la présence du chiffre 88, du tunnel de Griffith Park, de Christopher Lloyd et de Neil Canton à la production. Mais à la différence de Retour vers le futur, le film est très mauvais. Afin de parvenir à habiller le futur de ses rêves, Rick Carter recruta les talents de l'artiste John Bell, ancien storyboarder pour des films comme Star Trek 4 et qui s'était surtout occupé des designs du Willow de Ron Howard. Comme mentionné précédemment, John Bell eut pour lourde tâche de designer un futur loin des mondes apocalyptiques d'ordinaire, tout en intégrant le maximum de placements de produits possibles et imaginables afin d'aider au budget. Bell s'inspira alors d'une interview de Sid Mead, le chef designer de Blade Runner, qui disait en gros que la mode était cyclique, et Bell conçut son 2015 comme une sorte de nouveau 1955, avec ici et là des références aux années 50 dans le design des boîtes postales ou des réverbères. S'inspirant également des couvertures du magazine de mode britannique ID, il ajouta à son 2015 un apanage de couleurs fluo et s'amusa à caser dans le décor quelques easter eggs en référence au design de Sid Mead, comme le Star Car tiré du film The Last Starfighter, et surtout le célèbre spinner de Blade Runner qu'on voit ici, va falloir me croire sur parole, je vous jure, c'est celui-là, ou alors qu'on voit peut-être aussi un peu mieux la nuit, là, je vous promets, c'est le spinner de Blade Runner. Bon, ok, ça se voit pas là, mais faut me croire sur parole. Enfin, pour le fameux hoverboard, si John Bell designa tout d'abord tout un tas de modèles ultra compliqués, Zemeckis se freina ses ardeurs en lui demandant de faire tout simplement un skate sans les roues, et c'est ainsi que l'objet le plus cool du futur fut créé. Pour le 1985 bis, ou le biforifique, ou Hell Valley comme on l'appelle, il fut choisi de faire totalement l'inverse du 2015 et de créer un monde cauchemardesque avec des détritus jonchant le sol. Des références au cul tout partout, mais tout public quand même, parce que c'est un film familial, et surtout, bif à retirer l'horloge! A noter que Tim Connell, le directeur de la photographie, qu'on voit ici en train de prendre une photographie, avait auparavant officié sur The Thing et Halloween de John Carpenter. Donc autant dire que les ambiances horrifiques, il connaît. Et ironiquement, le plus difficile ne fut ni la création du futur, avec les effets spéciaux tout partout, que j'ai pas le temps de tout vous détailler. C'est des trucs de malade, hein. Ils ont utilisé une nouvelle caméra pour faire les systèmes où tu vois des doubles et des triples, mais voilà, donc j'ai pas le temps, ça a coûté une blinde de pognon, mais alors c'est ni ça, ni le Hill Valley alternatif qui a coûté du pognon, mais la reproduction à la perfection des années 50 du premier film. Chaque figurant de la scène de bal fut traqué, chaque acteur ayant participé de près ou de loin fut récupéré, comme Lisa Freeman, ici présente, pour Babs, la copine de Lorraine qu'on voyait super rapidement dans le premier, et Betty ne pouvait pas être disponible, ou carrément l'intégralité du groupe Marvin Berry et les Starlighters avec Harry Waters Jr., refaisant la scène du téléphone, prouvant que c'est un blanc qui inventa le rock'n'roll. Et comme tous les costumes du premier Retour vers le futur avaient disparu et que seule Lea Thompson avait eu l'intelligence de garder sa robe depuis 1985, il fallut également reproduire intégralement toute la garde-robe du film jusqu'au moindre figurant comme Lester qu'on voit ici, habillé tel le personnage qui s'agenouillait à l'arrière-plan dans le premier. Bref, ainsi chaque voiture, chaque élément du décor fut reconstruit jusqu'à la moindre boutique de la place de l'hôtel de ville, avec quelques différences pour un œil affûté, car Retour vers le futur 2 reste un de ces films où tu découvres des nouveaux trucs à l'arrière à chaque visionnage, que ce soit Lorraine qu'on voit danser ici, Griff en train de garer sa voiture à l'arrière, et surtout la vitrine de la boutique de souvenirs avec une lave-lampe de 1967 en réminiscence du premier scénario, une poupée de Roger Rabbit, la caméra JVC du premier film, un album en référence encore au président Ronald Reagan, d'ailleurs même le Just say no est une référence à la campagne anti-drogue de Ronald Reagan. Tu peux également voir le blouson de Marty McFly du premier Retour vers le futur, oui, avec même le badge Art in Revolution, ici, là, et on voit également un frisbee en rapport avec le troisième film. Et d'ailleurs, le coup du frisbee,
dans la vitrine, ça s'appelle du foreshadowing, en fait. C'est une technique d'écriture et de mise en scène qui te permet de placer les éléments de ton film subrepticement pour te préparer à la suite. La trilogie Retour vers le futur, et surtout le deuxième volet, regorge de ce genre de truc. La veste de Doc a un train qui vole dessus, la date qui s'affiche rapidement ici est celle du troisième film, Marty balance l'assiette en métal comme le frisbee. La scène de Wild Gunman, ici aussi, est en amont du duel avec Buford Tannen. D'ailleurs, on voit même rapidement Buford Tannen ici, dans le musée de Beefton's, même si ce n'était pas le costume définitif. T'as la séquence d'une poignée de dollars, etc., etc. Tenez, par exemple, ce laserdisc là, des Dents de la Mer, qui traîne dans le fond depuis 2 vidéos, c'est en référence avec Lea Thompson, en plus du fait de s'appeler Lorraine, a joué pour tout premier rôle au cinéma une victime du requin, dans le 3e volet des Dents de la Mer en 3D, qui du coup est raccord avec la présence du requin en 3D dans le Hill Valley de 2015, et qu'on retrouve également un jeu vidéo Les Dents de la Mer, édité par LJN, dans la vitrine du magasin Blast from the Past. LJN qui est également la société qui a édité les jeux Retour vers le futur pour la NES, qui ont été développés par Beam Software. Et Beam Software, vous connaissez, puisque leur tout premier jeu était Usagi Yojimbo sur Commodore, dont j'avais déjà parlé dans ma deuxième partie sur les Tortues Ninja, et où je vous expliquais que le mot Kawabunga venait de l'émission regardée par Doc dans Retour vers le futur 3. Vous voyez? C'est ça le foreshadowing. Et le jeu commence par ce qui ressemble à Back in Time mixé avec Beat It de Michael Jackson. Mais pourquoi Back in Time? Elle n'y est pas dans le deuxième film. Non mais au moins c'est à la bonne vitesse, c'est pas la version de Power of Love sous coke du premier volet. Oui non parce que ça... Voilà, quand on le ralentit, ça donne ça. Et je m'en étais pas rendu compte, hein. Le scénario du jeu est curieusement fidèle au film. Biff a volé l'agenda, se l'est donné à lui-même et... Ah, bah non, évidemment. Pour protéger l'almanach, il a volé des objets de différentes périodes et les a éparpillés dans le temps, évidemment. Notre mission sera donc de parcourir les Hill Valley de 1955, 1985 et 2015 pour parvenir à mettre la main sur des objets aussi absurdes qu'un disque, un diplôme ou un Walkman et de les ramener à la bonne époque et surtout au bon endroit. Sacré Biff. Mais avant de pouvoir voyager dans le temps, il faut d'abord parvenir à trouver la télécommande de la DeLorean, DeLorean, c'est marqué DeLorean, autant pour moi, posée à la vue de tout le monde dans le cinéma du coin. Une fois la télécommande trouvée, il faut également réunir assez de doses de plutonium dispersées ici et là dans tout Hill Valley, afin de ne pas se retrouver bloqué. Moi qui pensais que Doc avait modifié la DeLorean à la fin du premier. Chaque objet est planqué derrière une porte s'ouvrant avec des clés que l'on récupère sur certains ennemis, sachant qu'en sortant puis en revenant dans une zone, on peut spammer les clés 2 ou 3 fois de suite, ce qui simplifie un peu le tout. Mais ce n'est pas tout. Car, une fois la porte ouverte, tu tombes dans un tableau designé par Satan en personne, où tu dois parvenir à ramasser toutes les horloges présentes à l'écran, en évitant toutes les saletés qu'on t'envoie sur la gueule. Par exemple, ici, le moindre pixel en contact avec ces machins là te bute une vie, t'expulse du niveau et tu dois alors réutiliser une clé pour pouvoir rentrer à nouveau. Là, t'as les cordes qui te permettent uniquement de monter et des rampes de descendre, sachant aussi que certaines horloges inversent les cordes et les rampes, d'autres font disparaître les plateformes, d'autres font clignoter les ennemis, et je parle même pas des niveaux où t'as des doubles qui apparaissent chaque tranche de 2 secondes et qui reproduisent tes mouvements. Ces passages sont une horreur, et pourtant la maniabilité est correcte, mais c'est juste une difficulté de tordu. Une fois toutes les horloges ramassées, une coupe apparaît, et enfin Marty, qui porte un kimono bleu pour je ne sais quelle raison, récupère enfin l'objet du niveau. Mais le nom de l'objet n'est pas indiqué, et il t'incombe de le trouver toi-même, en sachant que le nombre de lettres ici n'a strictement aucune importance, et que même si tu as reconnu l'objet, tu ne sais pas vraiment quel nom ils ont pu lui donner. Ça par exemple, c'est pas un milkshake, c'est un ice cream soda. Et ça franchement, je sais pas c'est quoi, c'est un cookie, un plat à tarte, en fait c'est un tambourin. Et il est très important de savoir comment il s'appelle cet objet, parce que, pour s'en débarrasser, ce n'est pas simple. Si t'es pas con, tu te dis que le soda glacé doit logiquement aller au Café de Loup, dans les années 50, mais tu ne peux pas accéder au Café de Loup. Et c'est là où tu comprends que la logique n'était pas sur le cahier des charges. Et en vérité, afin de pouvoir remettre l'objet au bon endroit, à la bonne période, tu dois fouiller tous les niveaux à la recherche d'un tuyau te permettant de pénétrer dans une zone où tu peux poser l'objet. Sachant que la majeure partie des tuyaux est bloquée par ces bouchons à la con qui s'envolent et que t'as rarement le temps de tester le truc sans te manger le bouchon. Mais attention, une fois dans le bon tuyau, si tu te plantes d'objet, celui-ci disparaît et tu dois retourner le chercher là où tu l'avais trouvé au départ. Et pour ne pas te planter, en vérité, tu dois d'abord
démêler l'anagramme, ici en haut, qui te donnera finalement le nom de l'objet à remettre, et enfin, tu as accompli l'une des 30 missions du jeu. 30 objets à remettre, c'est-à-dire 30 fois les écrans avec les énigmes mortelles, 30 tuyaux à pénétrer, et après quelques heures de jeu où tu commençais à dessiner une map de la ville avec le café, le cinéma, le casino, enfin le moindre élément du décor qui te permettait de te situer, tu finis par comprendre que cette porte là avec la flèche vers le haut ne te mène pas du tout au même endroit que cette porte là, ici, qui se trouve juste un peu plus loin dans la même zone, avec aussi une flèche vers le haut. Et du coup, tu commences à rajouter d'autres zones à ta map, avec des chiffres sur chaque porte, pour t'indiquer où elle t'emmène. Et c'est qu'une fois après avoir trouvé la boussole dans le drive-in du futur, que tu découvres que cette saloperie de jeu possède 20 zones par année, ce qui fait 60 zones en tout, sachant que certaines zones ne possèdent rien du tout, ni objet à ramasser, ni objet à rendre, et que les décors du film ne sont présents que dans 5-6 zones en vérité, ce qui ne fait que quasiment tous les lieux se ressemblent, et que 95% des zones sont reliées par aucune porte, et ne sont accessibles uniquement qu'en voyageant dans le temps. Rajoutons les ennemis qui te butent, parce que tu ne peux pas te baisser, et si jamais tu commences à trop voyager dans le temps, tu as également tes doubles, qui se pointent, que tu peux pas toucher ni buter, sinon ça te fait crever. Alors que le même concept de trouver des objets, de les ramener, etc., inspirera les assez sympathiques Mario's Time Machine et le Mario a disparu, même s'ils sont pas folichons. Ici, tout est rendu débile par l'incroyable difficulté qui s'en dégage. Les va-et-vient incessants, le besoin de faire une satanée map avec du papier, et les 30 bordels d'objets de merde à ramener, tout ça pour parvenir à enfin mettre la main sur l'almanach, alors qu'il traînait tout partout dans le jeu de tout à l'heure. C'est simple, après 4 heures de jeu, 4 heures, j'étais parvenu à ramener que 4 objets. Un objet par heure, et t'en as 30. Et attention, pas de password, pas de sauvegarde, ce qui fait que tu es obligé de tout faire d'une traite sans le moindre game over. Et pourtant le concept était intéressant, le gameplay était correct, la musique est assez sympathique, tu as des idées assez cool comme le fait de devoir planter un arbre dans le passé pour pouvoir atteindre une porte dans le futur. Sauf qu'après avoir designé probablement les 6 premières rues blindées de références au film et toutes accessibles par les différentes portes, les mecs se sont dit « Oh non, fuck it, on triple le nombre d'objets à récolter et on rajoute des zones à l'infini. » Et une fois les 30 objets ramassés et remis au bon endroit, tu débloques enfin l'almanach et là, tu te rends compte que tu n'as fait que la moitié du jeu. Parce qu'il te reste encore le 3e film à faire. Il y a un 3 là. Il y a un 3. Attends, j'ai pas déconné en enlevant le truc. Et après 5 mois de tournage, et tandis que Michael J. Fox jonglait toujours avec le planning de la dernière saison de Family Ties, la production de Retour vers le futur 2 était enfin terminée, mais pour Zemeckis, il lui restait encore à monter le film, tout en réalisant le 3e volet. Mais comme cette vidéo commence un peu beaucoup à durer, concluons sur de chouettes anecdotes inutiles à partager entre amis, comme le fait que le générique du début avec les nuages de Retour vers le futur 2 est en vérité tiré des rushs du film Firefox de 1982 réalisé par Clint Eastwood, que l'oncle Joey est toujours en prison en 2015. Et même dans l'univers alternatif d'Hill Valley de 1985. Peut-être que t'as envie d'avoir tes 3 demeurés derrière les barreaux, comme ton frère Joey. Tout comme Red ici qui reste clochard, même dans le biforifique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'acteur George Buck Flowers, ici présent, fut auparavant acteur porno. Notamment pour le film Orgy American Style, qui est projeté à Hill Valley. Et pour vous la péter encore plus, l'article de journal mentionnant un 5e mandat pour Richard Nixon dans le biforifique est une référence au Watchmen d'Alan Moore, puisque le comics se déroule également en 1985 dans un monde où Nixon est toujours président, le biforifique se déroulant dans le même univers que Watchmen. Notez qu'en 2015 la rambarde de l'horloge est toujours bousillée, que Lady Di n'est pas morte dans ce futur, que la publicité pour le surf au Vietnam est un hommage à Apocalypse Now, que se faire gonfler les seins semble aussi anodin qu'une bonne manucure, qu'il faut voter non à la loi 241, que Flea était tellement défoncé qu'il n'a aucun souvenir du tournage de cette scène, que les Michael Jackson et Ronald Reagan chelous là des serveurs du Café 80 sont en vérité un hommage à la série Max Headroom qui a été diffusée anonymement chez nous, que le Café 80 est aussi une salle de sport parce qu'en 1985, le Café de Lou était devenu une salle de sport, et que si vous aviez l'impression d'avoir quand même déjà vu cette place auparavant, eh ben c'est normal, puisqu'elle fut bâtie en 1948 pour le film An Act of Murder, et qu'on a pu la voir ça et là, notamment dans le film Gremlins de Joe Dante. Oui, voilà, ça c'est la place de Hill Valley. Et d'ailleurs, quitte à pousser le vice encore plus loin, le cinéma où se réfugie
fugit les Gremlins à la fin du film, eh ben c'est le cinéma qu'on voit tout le temps au fond, là dans la rue de Hill Valley. On peut la voir aussi dans Bruce Tout-Puissant, et c'est également le parc d'attractions dans Los Angeles 2013. Oui, moi aussi ça m'a fait un choc quand je l'ai vu la première fois. Crispin Glover, outré par le fait de faire jouer son personnage par un autre acteur, grimé à l'identique afin d'induire le spectateur en erreur, porte à plainte contre le studio, estimant que tout ceci était du foutage de gueule, et que de toute façon, vu qu'il est tout de même présent physiquement dans le film, ici là, par le biais de scènes issues du premier volet, eh ben il devait bénéficier d'une compensation, parce que c'était quand même un petit peu abusé. Il ajouta que, par exemple, l'actrice Elizabeth Shue n'avait pas été affublée de prothèses sur la tronche, pour la faire ressembler à Claudia Wells, tandis que d'autres personnages étaient carrément supprimés du script si les comédiens n'étaient pas disponibles. Non, là c'était clairement un affront et demanda réparation, surtout que les gens venaient le voir en disant « Eh, t'étais super dans Retour à le futur 2 » et que ça le faisait super chier. Glover et Universal parvinrent à un accord et celui-ci obtint 760 000 $ en compensation, ce qui n'est finalement pas très loin du $1 million réclamé par celui-ci lorsqu'il fallut reprendre le rôle, et désormais, grâce à l'initiative de Crispin Glover, il est quasiment interdit de réutiliser des images d'un acteur sans le consentement de celui-ci. C'est pour cela qu'en 2011, Gwen Stefani put obtenir gain de cause lorsqu'elle porta plainte contre Guitar Hero pour utilisation de son modèle sans son accord, et que les producteurs de Fast and Furious aussi se tournèrent vers les frères de Paul Walker pour continuer à l'intégrer au film, malgré son décès. Et il reste encore tout plein d'anecdotes sur la trilogie Retour à le futur. Et la prochaine vidéo sera sûrement plus courte que celle-ci, et sortira... je sais pas quand.